Si les troubles dépressifs peuvent fréquemment être pris en charge de manière efficace, il arrive des cas dans lesquels les traitements ne permettent pas à la personne de se rétablir de manière satisfaisante. On parle alors de dépression résistante, et cela peut concerner jusqu'à 1/3 des personnes souffrant de dépression majeure. Certains facteurs prédisposent à l'échec du traitement classique, comme par exemple la présence d'autres maladies ou troubles, à l'instar des douleurs chroniques. C'est le cas de Ken Rhys que nous recevons aujourd'hui. Depuis plusieurs années, il souffre de douleurs chroniques et d'une dépression résistante. Ces deux troubles s'entretiennent alors dans un cercle vicieux. Dans cet épisode, nous évoquerons la question du suicide. Si vous ressentez un malaise important et ne savez pas comment en sortir, vous pouvez composer le 3114 ou le 15 en cas d'urgence. N'hésitez pas non plus à reporter votre écoute à un moment plus opportun ou à vous faire accompagner dans celle-ci. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Ken Rhys. Bonjour Mickaël. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler de douleurs et de dépression chronique dont tu souffres. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une image, une métaphore ou un concept que tu associerais justement à cette double souffrance? Alors comme métaphore, une espèce de prison avec, on va dire, des murs mouvants qui se rapprochent de plus en plus de toi, parfois qui s'éloignent de toi. Enfin, ça dépend en fonction aussi de l'état, s'il y a des crises de douleur ou pas, s'il y a aussi des phases plus importantes de dépression, etc. Voilà, c'est un peu un hydre à deux têtes, la dépression et la douleur. Donc voilà, en termes de rythme par rapport à ces deux maladies, ça fluctue assez souvent. Donc ce qui fait qu'il y a assez peu de répit en plus d'être dans une ambiance d'enfermement. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours avec la douleur et la dépression depuis que ça a commencé finalement? Alors, c'est un peu compliqué. Je pense que la dépression est un peu compliquée à dater. Je pense que j'ai toujours eu un tempérament qui tournait vers la dépression. Enfin, je pense à des moments quand j'étais pré-ado, où je pensais vaguement au suicide, enfin plus ou moins vaguement au suicide. Et après, mais c'est vraiment accéléré à partir de 2016-2017, où progressivement sont apparues des douleurs qui étaient au début surtout localisées au niveau des membres inférieurs, puis après de plus en plus disparates et présents au niveau de tout le corps. Mais à côté de ça, là, il y avait quand même aussi la dépression qui augmentait, qui était aussi favorisée, entre autres par les douleurs chroniques, mais favorisée aussi par d'autres événements de ma vie qui faisaient que voilà, j'étais en PLS de plus en plus. Mais c'est à partir de vraiment de fin 2019 que la situation s'est vraiment dégradée, où j'ai fait une très très grosse crise de douleur qui a vraiment généralisé les douleurs à un niveau très très élevé. Et après, le Covid est passé par là, comme la plupart des gens, quand t'es malade et quand t'es malade chronique, et quand le Covid passe par là, quand la période du Covid est passée par là, tout devient un peu plus compliqué. Tu viens de le dire, il y a eu une relation en fait qui va dans les deux sens entre la dépression et la douleur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors d'un point de vue clinique, la dépression peut causer des douleurs. Et aussi d'un point de vue clinique, la douleur peut provoquer des états dépressifs. Donc voilà, il y a ce lien qui relie intrinsèquement ces deux choses. Mais comme je l'avais dit un peu plus tôt, en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure de mon parcours de soins qu'il y avait ce lien, qu'il était assez évident qu'il y avait ce lien, parce qu'il y avait des phases où quand j'étais vraiment pas bien, j'étais plus susceptible de faire des crises, et les crises de douleur que je pouvais faire étaient tellement puissantes que forcément elles me mettaient aussi dans un état dépressif. Mais on s'était rendu compte aussi que en fait, il n'y avait pas de lien tout le temps entre ces deux entités-là. Et voilà. Quand on parle de douleurs physiques et de douleurs psychiques, finalement, c'est pas forcément comment bien les distinguer. Comment est-ce que toi, tu décrirais les deux, à la fois d'un côté la douleur physique et de l'autre côté la douleur psychique? Déjà, ces deux types de douleurs peuvent en elles-mêmes prendre des formes très différentes. Si on se focalise sur la douleur physique, et notamment, je veux parler de mes douleurs physiques qui sont de plusieurs types, genre fatigue extrême,
sensations de contraction permanente, de brûlure, de picotement, parfois de fourmillement. Enfin, déjà, toutes ces variétés de douleurs physiques fait que voilà, enfin, c'est difficile à gérer, que le cerveau est ta manière d'appréhender ces différentes sensations est elle-même différente. Par rapport à la douleur psychique en elle-même, il y a aussi plusieurs variations de douleur psychique. Moi, dans mon cas, il y avait un peu une douleur un peu toujours présente, un fond dépressif. Et après, il y a les moments vraiment de pic où tu as vraiment des idées noires, tu as envie de te tuer. Et il y a aussi des moments... J'ai pas trop eu ça, parce que ma dépression a tendance à être plus anédonique que anxieuse, mais j'ai eu aussi des moments de crise d'angoisse, vraiment qui étaient assez resserrés dans le temps, mais cette expérience de crise d'angoisse était assez hallucinante, une détresse psychique très puissante à un moment T, avec un peu l'impression voilà, d'être presque dans une mort imminente psychique. Donc voilà, enfin, il y avait vraiment, c'est ça aussi qui est compliqué à comprendre quand on est extérieur au vécu de la douleur, qu'elle soit physique ou psychique, c'est qu'en fait la douleur, elle peut prendre énormément de formes et que tu peux t'habituer, enfin du moins, moi je parle pas d'habitude, je préfère parler d'accommodation, tu peux t'accommoder à un type de douleur à un moment donné, mais si un autre type de douleur qui vient, ben t'es obligé de mettre à jour ton logiciel de gestion, et c'est ça qui est très compliqué, de devoir en mettre en permanence à jour son logiciel de gestion. Et à partir de quel moment la souffrance physique ou psychique, ou peut-être les deux à la fois, sont devenues trop intenses pour te dire que tu pouvais rester seul face à ça? En fait, ce qui caractérise ce genre de maladie, en plus des maladies qui se voient pas, mais même dans toute maladie, il y a un effet de comparaison. C'est toujours obligé de te comparer en mode ce que j'ai, est-ce que c'est suffisamment grave ou pas. Et moi, étant donné aussi que, enfin, j'ai commencé par des études de médecine, et quand tu es en études de santé, tu as un rapport aussi à la maladie qui est très distinct, où tu te dis, bon, en fait, tu as tendance à négliger les choses. J'avais peut-être plus tendance un peu à négliger au tout début en me disant, bon, c'est pas si grave que ça, mais je commence à me dire que le truc est en train de grandir de plus en plus et que, enfin, il y a un problème. Objectivement, il y a un problème. Ça m'a mis à peu près un an, ouais, une bonne année avant de me dire, bon, il faudrait peut-être que je consulte. Enfin, c'était surtout j'avais commencé à consulter pour les douleurs physiques, où j'étais allé voir un neurologue pour passer des examens musculaires, parce que moi, ça avait commencé par les membres inférieurs, avec vraiment des sensations de fatigue et de douleur au niveau des membres inférieurs. Donc voilà, j'avais commencé par ça, et après, bon, ça, en fait, les examens n'avaient rien donné. Plusieurs mois après, je m'étais dit, bon, aussi d'un point de vue mental, je vais pas forcément très bien non plus. Est-ce que on n'irait pas voir quelqu'un qui peut avoir une expertise sur les deux, sur l'alliance entre la douleur psychique et la douleur physique. Du coup, c'est après que j'ai commencé une psychothérapie psychosomatique, qui en plus avait le mérite de rentrer en adéquation avec le modèle de prise en charge et de santé qui émergeait en moi en parallèle de mes études de médecine, et aussi de mon expérience en tant que proche et aidant de malade, parce qu'en fait, en parallèle de tout ça, mon père lui-même était malade et est mort d'une maladie apparentée à la SLA, donc sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot. Et donc forcément, quand je parlais de comparaison, il y avait aussi la comparaison avec mon père, en me disant, bon, en fait, en comparaison à ce qu'il a, moi, ce que j'ai, c'est un peu peanuts, quoi. Mais bon, le peanut était de moins en moins vrai. Des éléments de comparaison qui sont toujours permanents, et vu que c'est très difficile aussi de parler explicitement de la douleur, de faire comprendre aux gens, en fait, j'ai mal à ce point, parce que la douleur, c'est tellement individuel comme sensation, que c'est compliqué vraiment pour les gens de comprendre. Enfin, moi, ça me fait penser à tout ce qui est le syndrome méditerranéen, qu'on voit pas mal dans le soin, où justement on se dit, les femmes qui viennent du sud, elles gèrent plus la douleur, et du coup quand elles sont à l'hôpital, faut pas trop prendre au sérieux quand elles disent qu'elles ont mal. En fait, ça a un peu rythmé aussi, ça a rythmé mon parcours, ce genre de considération que je me faisais à moi-même, qui était aussi à faire compliqué parfois à certains médecins.
compliqué à faire comprendre aux proches. Et j'ai pas trop tenté non plus de trop le faire comprendre parce que je savais que c'était perdu d'avance. Tu nous as parlé de ta prise en charge par un neurologue et puis aussi une psychothérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents traitements qu'on t'a proposés et peut-être approfondir aussi sur cette psychothérapie? Alors, mon parcours de soins, comme beaucoup de malades chroniques, est un parcours de soins compliqué, long, chiant, rébarbatif, et déprimant, exténuant. Franchement, ça apprend énormément de choses d'être dans un processus de parcours de soins de maladies chroniques et d'autant plus de maladies chroniques mal identifiables et mal identifiées. Moi, ce que j'ai, il n'y a jamais eu vraiment trop de mots qui ont été posés sur ce que j'ai. On a parlé de troubles somatophores avec douleurs chroniques, etc. Mais on a parlé parfois un peu de fibromyalgie. Mais en fait, la fibromyalgie, c'est un ensemble de symptômes. Donc même ça, en fait, même si on te pose le diagnostic de fibromyalgie, tu vas pas très loin avec ça. Donc mais ça en dit long aussi sur où est-ce qu'on est au niveau de la recherche et des sciences médicales et paramédicales sur la douleur et sur la prise en charge de la douleur et aussi sur la dépression parce que on parle beaucoup de dépression mais en fait c'est une maladie qui est malheureusement assez peu connue et très complexe. Donc forcément, ça a une influence sur mon parcours de soins et moi je pense que c'est tout con, mais en étant en médecine, il y avait j'avais peut-être plus de facilité aussi à me dire, tiens, faudrait peut-être que j'aille voir tel ou tel spécialiste par rapport à ce que j'ai, et aussi de demander des contacts que j'avais en médecine, de me mettre en contact avec d'autres spécialistes. Donc j'ai vraiment vu énormément de médecins, j'ai vu plusieurs neurologues, j'ai vu bien évidemment plusieurs psychiatres avec des obédiences différentes. Je suis pas trop allé vers la psychanalyse parce que je suis assez méfiant de la psychanalyse, mais c'est quand même difficile en France d'éviter des psychiatres qui n'ont pas de valence psychanalytique. Je suis aussi allé voir des médecins qui sont spécialistes de la douleur, à la fois en centre de douleur ou aussi en cabinet libéral. J'ai vu des internistes, des infectiologues, tout un tas de spécialités médicales, mais aussi d'autres professions de santé, psychologues, kinés, ostéopathes. Après, en termes de pratique, j'ai aussi fait de l'hypnose, en plus de la psychothérapie que j'ai pu faire, de l'acupuncture, enfin bref. J'ai testé plein de choses. J'ai fait aussi de la balnéothérapie, mais ça, j'avoue que je l'ai pas beaucoup fait parce que quand tu as 24 ans, barboter dans l'eau avec des personnes qui ont 3 fois ton âge, je fais pas de l'agisme, mais il se passe toujours un truc où tu te compares, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et tu te dis en fait c'est trop violent comme expérience visuelle pour que je puisse rentrer dans ce processus-là. Quand on parle de prise en charge et quand on te balance une panoplie de choses à faire, il y a des choses, même si tu sais que potentiellement elles pourraient te faire du bien, parfois ça te met dans un tel contexte bizarre que t'as pas envie de continuer à les faire. Et je pense que c'est important aussi quand t'es soignant de dire en fait à ton patient je peux tout à fait comprendre que vous avez pas envie de barboter dans l'eau avec des gens qui ont 3 fois plus votre âge parce que ça vous renvoie à une image de vous en mode mon niveau de validité est équivalent à quelqu'un qui a passé sa vie, quoi. Donc c'est ça aussi qui est très violent, l'aspect symbolique de la maladie et pour moi une partie majeure du vécu de la maladie et de la manière dont tu arrives à bien la vivre ou mal la vivre. Donc voilà, un parcours de soins très très complexe. Là je suis toujours en phase de psychothérapie avec mon médecin traitant qui est un médecin spécialisé sur la douleur chronique. Donc on se voit à peu près toutes les 2-3 semaines. Au début on se voyait qu'une fois par mois, mais après au bout d'un an il a compris la complexité de mes maladies et du coup on a rapproché les rendez-vous. Et voilà, c'est un rythme qui me plaît plutôt bien parce que parfois on fait un peu d'hypnose, pas trop parce que ça a pas vraiment fait effet, mais ça permet vraiment d'être dans un temps long où je peux aussi évoquer les évolutions de tout ce qui se passe en dehors de la maladie, en fait, de tout ce qui constitue ma vie, parce que forcément tout ce qui se passe dans ta vie influe sur ton état psychique et aussi ton état physique.
Là, tu nous parles de soins qui sont dispensés en ville, en ambulatoire. Est-ce que tu as déjà eu besoin de prise en charge plus intensive? Parce que souvent, dans les témoignages, on a des personnes qui doivent avoir recours à des hospitalisations parce que la douleur devient vraiment extrême et insupportable. Est-ce que ça a aussi déjà été ton cas? Ouais, 2 fois. Enfin, du moins en hospitalisation de plusieurs semaines. Après, j'ai eu des passages en ambulatoire, notamment pour faire une biopsie musculaire. Pour la biopsie musculaire, j'étais bizarrement un peu content de la faire en me disant « Ah tiens, on va trifouiller dans mes muscles » et c'est quand même assez rare de pouvoir voir un bout de son muscle, vraiment de voir de la manière dont c'est constitué. Donc, j'étais assez excité à l'idée de faire cet examen, surtout que c'était un examen que j'avais attendu depuis plusieurs mois. Eh bien, j'ai pas été déçu de la sensation. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal qu'en post-biopsie, parce qu'en plus, ils avaient oublié de me donner des antidouleurs à la sortie de l'hôpital. Donc, bon, ce qui en dit long aussi sur la considération et la prise en charge de la douleur en France. J'ai été hospitalisé en psychiatrie, en fait, suite à 2 tentatives de suicide qui étaient très peu espacées, parce que je les ai fait en moins de 48 heures les 2. Donc voilà, ça m'a amené à faire une hospitalisation en psychiatrie de 3 semaines, mais qui était surtout orientée psychiatrie. La douleur était un peu prise en compte, mais pas tellement. Et puis vu que je venais de faire une thèse, donc les gens, l'hôpital était plus en mode, on va essayer de traiter plus la dépression que la balance douleur. Et c'est ça aussi qui a toujours été compliqué, c'est par quoi commencer. Est-ce qu'on commence par la dépression? Est-ce qu'on commence par la douleur? Et ça a toujours ponctué mon parcours de soins. Là, récemment, cette année, du coup en 2023, j'ai fait aussi une hospitalisation de 5 jours, toujours en hôpital psy, mais c'était une hospitalisation pour un peu revoir mon dossier et voir qu'est-ce qui serait le mieux à faire. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est des injections de kétamine par intraveineuse. J'étais dans le protocole, non pas de douleur, mais dans le protocole dépression de la kétamine. En fait, ce qui change entre les 2 protocoles, c'est la durée. C'est pas tant la dose qui est administrée, mais c'est plutôt la durée. Donc moi, dans le protocole dépression, c'était 6 injections pendant 3 semaines, donc 2 injections en ambulatoire par semaine. C'est quand même assez lourd. Faut le prévoir dans son agenda. Faut essayer de pas trop faire. Faut pas blinder ce mois-ci. À 2 mois après, ça a eu un effet assez fantastique. Bon, déjà, il y a un peu l'aspect de se dire, je prends de la drogue en intraveineuse à l'hôpital, remboursé par la sécurité sociale. Il y a un petit côté magique. Je me souviens, pendant la première prise, ça avait mis un temps à venir, au bout de 20-30 minutes, et 30 minutes après l'injection, j'étais vraiment défoncé. Et je me disais, mais je suis vraiment défoncé, grâce à la sécurité sociale. Et je sais pas, c'était assez reposant comme idée de se dire que j'étais dans ce processus-là. Pour parler un peu plus sérieusement, au bout de quelques injections, au bout de, je pense, 3, j'ai commencé à sentir un effet à la fois sur mon humeur et aussi sur la douleur. Parce que là, l'enjeu était là et j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à la kétamine. C'était quelque chose que je voulais depuis quelques mois, voire même depuis plus d'1 an. Et c'était pas la solution finale, mais disons que avant la kétamine, entre la dépression et les douleurs, j'ai testé une 20aine de médicaments. Donc quand on a testé une 20aine de médicaments, on est un peu épuisé face à chaque nouveau traitement, mais j'essayais à chaque fois de me dire, à chaque nouveau traitement, on se remet en selle, on essaye de positiver, parce que si on n'est pas positif, peut-être que les traitements va pas marcher, puis potentiellement aussi on pourrait te faire le reproche de pas être positif, et du coup on te dire, oui, mais en même temps vous faites pas d'efforts, blablabla. Donc pour éviter ce genre de dialogues qui sont assez insupportables, j'essaie de moi-même me mettre dans une vibe positive. Et aussi, pour adhérer au traitement, c'est quand même toujours mieux, Et donc voilà, pas mal de stress avant de tester la kétamine, en mode, si ça marche pas, ça va être encore galère, ça va être encore des médicaments à prendre tous les jours. Et j'ai une observance qui est quand même relativement à chier. Et la kétamine a vraiment très bien marché, à la fois sur l'aspect dépression et sur l'aspect douleur chronique. Après là, la question qui est là, c'est combien de temps ça va durer. C'est toujours l'incertitude des traitements. Un traitement, il peut marcher pendant un temps, et puis tout d'un coup, il peut plus marcher parce que tu t'es accoutumé à traitement. Donc, on se pose la question de mettre des doses plus fortes. Mais en fait, moi, déjà, par rapport au protocole kétamine,
J'avais déjà demandé une augmentation pendant ma cure. Pour expliciter un peu plus le protocole kétamine, il y a 3 échelons de doses. Et moi, pendant ma cure, j'avais déjà demandé une augmentation de la dose. Et après, voilà, c'est une cure, donc tu fais ça maximum 2 fois, mais de ce qu'on m'a dit, c'était vraiment maximum 2 fois par an. Enfin, l'idée, c'est un peu de remettre à jour ton logiciel corporel et ta gestion de la douleur et de la dépression aussi. On imagine que ces douleurs, cette souffrance psychique et aussi la souffrance qui est liée à l'errance médicale, à l'errance thérapeutique, ça a un impact aussi sur ton quotidien, à la fois universitaire, professionnel, personnel, amical, amoureux, etc. Est-ce que tu peux nous parler justement de cet impact qu'ont ces différents types de souffrances ? Déjà, pour moi, la maladie, c'est un impact. Dans sa puissance narrative, c'est un impact dans le vécu de quelqu'un, quelle que soit la hauteur, l'intensité, la durée de la maladie. L'alliance dépression, douleur chronique, ça a été un événement bouleversant. Enfin, il y a vraiment eu un changement paradigmatique dans ma vie. Et ma vie n'aurait pas du tout été la même aujourd'hui si j'avais pas eu les douleurs chroniques et la dépression chronique multirésistante. Pour en parler un peu plus vrai, un peu plus franc, ça a gâché ma vie. D'autant plus que quand ça t'arrive, quand t'es jeune, quand t'es censé être un peu au top physique, en pleine mesure de tes capacités, du moins physique, bon pas forcément mental, parce que t'as un processus de maturation, mais voilà, c'est ça qui était très perturbant, de me dire bon, j'ai 22 ans, mais quasiment tous les jours de ma vie, je suis obligé de lutter pour faire des choses parce que j'ai mal, parce que quand j'ai un peu moins mal, en fait, je suis déprimé. Souvent, en fait, c'était les deux en même temps, donc c'était très compliqué de gérer ça en parallèle de mes études. En plus, en parallèle d'études, mes premières études, c'était des études de médecine. Je sais pas si j'y retournerai un jour, mais mes douleurs chroniques et ma dépression, ce sont les premiers facteurs qui m'ont éloigné de ces études parce que j'étais pas en mesure d'être assez valide pour arriver au bout de ces études. Et c'est souvent compliqué à expliciter parce que pour un peu plus détailler mon parcours universitaire, j'ai commencé par des études de médecine. Après, j'ai fait un double cursus médecine-humanité. Donc les humanités, c'est tout ce qui est études des lettres, des sciences sociales, de l'art, etc. Et moi, je me suis orienté en humanité sur le cinéma. J'ai fait un master de cinéma. Donc bon, déjà un parcours universitaire qui est pas forcément simple et qui est un peu alambiqué, parce que même dans les doubles cursus qui existent en médecine, des doubles cursus plus orientés lettres, ils sont peu nombreux. Donc c'est assez difficile à faire comprendre comme intérêt aujourd'hui. Bon, ça commence un peu à changer. Et qu'en plus, moi, je m'étais orienté en cinéma, donc à chaque fois que je parle de mon parcours, les gens sont un peu en mode what the fuck, c'est quoi le sens, la pertinence, comment t'arrives à mixer les deux, etc. Donc il y avait aussi, en parallèle de mon parcours de patient, un parcours faut que j'arrive à légitimer ce que je suis en train de faire d'un point de vue universitaire, d'un point de vue aussi artistique. Maintenant, ce qui m'occupe plus ma vie, c'est de faire des productions audiovisuelles en rapport avec la santé. J'en parlerai un peu plus tard après. Mais voilà, donc la maladie a eu un impact non négligeable sur mon parcours. Les personnes qui comprenaient le moins bien la maladie, mais la maladie dans son vécu intime, émotionnel, sentimental et relationnel, c'était les médecins. Et ça, c'était compliqué à comprendre, c'était compliqué à vivre parce que la majorité de mes potes étaient en médecine. Donc, dès que je pouvais évoquer ce que moi je vivais ou par rapport à mes problèmes de santé ou même par rapport à ce que mon père, lui, pouvait vivre, c'était très compliqué parce que tout de suite, il y avait le réflexe de poser un diagnostic, de conseiller, de faire tel ou tel truc. Mais en fait, quand tu parles de ce que tu as comme maladie, de comment tu vis ta maladie,
En premier lieu, t'as pas envie qu'on te pose un diagnostic. Déjà, t'as envie de juste évacuer ce que t'es en train de vivre et de sentir que t'as des oreilles qui sont attentives à ce que tu es en train de dire. Et aussi, forcément, comme dans toute relation, t'as envie qu'on te renvoie de l'empathie. Pas forcément de la compassion, mais au moins de l'empathie. Et l'empathie, c'est pas forcément quelque chose que j'ai énormément senti du côté médical, à la fois chez mes potes. Je suis pas en train de, je suis pas en train de les tailler. Mais ce qui m'a le plus perturbé, c'était vraiment par rapport à l'administration, parce que j'avais eu plein d'engagements. À la fois au niveau local, même aussi au niveau national quand j'étais étudiant en médecine. Donc j'étais pas mal en lien avec mon administration, doyen, vice-doyen, etc. Mais les doyens m'aimaient bien, mais j'étais un peu en conflit avec mes vice-doyennes aussi parce que mes résultats en médecine étaient vraiment pas ouf, en bonne partie à cause de tous les problèmes de santé que je pouvais avoir et aussi les problèmes que j'avais dans ma famille. J'ai redoublé 2 fois ma deuxième année et lorsque je l'ai redoublé la deuxième fois, en fait, j'avais pas validé 3 matières et pour passer à l'année suivante, il fallait maximum ne pas en valider 2. Et du coup, j'avais fait une lettre un peu explicative où j'évoquais un peu mon état de santé, aussi ce que je pouvais vivre à la maison avec l'état de mon père qui se détériorait et qui faisait que je vivais dans un contexte familial très compliqué parce que je dormais à peine. Enfin bref, vraiment un contexte très très galère. J'avais écrit une lettre. C'est toujours très compliqué de raconter sa vie à une administration parce que tu te dévoiles, tu dis des choses que t'as même jamais trop dit à des personnes qui te sont proches. Donc là, te dévoiler comme ça, c'était un exercice assez compliqué. Mais ils en avaient eu rien à foutre. Donc c'est ça qui a été très compliqué à vivre pour moi, de me dire bon, en fait, je suis dans des études qui parlent en permanence du soin, de la maladie, mais on est incapable de faire preuve d'empathie quand il y a des gens qui sont concernés directement par ça. Donc moi, de plus en plus, à la fois d'un point de vue indirect et après réflexif, ça m'a éloigné des études de médecine, mais ça m'a pas éloigné du soin. Ça m'a donné une autre approche sur le soin qui est maintenant constitutive aussi de ma manière de penser tous les projets que je peux faire, les projets audiovisuels, cinématographiques, artistiques, mais aussi les projets d'écriture plus poétique parce que j'essaye aussi de faire un peu de la poésie, mais voilà, ça a pas mal imbibé mon rapport à l'art et ça a aussi bien évidemment imbibé mon rapport au monde. Pour continuer à parler sur l'impact sur les relations personnelles, donc notamment affectives, franchement, je trouve que je m'en suis pas forcément si mal tiré. Enfin, il y a eu des périodes où c'était vraiment compliqué à gérer parce que forcément quand tu es dans un état dépressif, le partenaire en face il est limité dans ce qu'il peut faire et ce qui est compliqué c'est de lui faire comprendre et toi-même de comprendre qu'il est limité et il pourra pas tout faire. Et moi après plusieurs relations plus ou moins longues, j'ai petit à petit compris qu'il fallait à tout prix éviter le syndrome du sauveur ou le syndrome de l'infirmier. Forcément, quand t'aimes quelqu'un, que tu vois que cette personne est mal, t'as envie de l'aider, t'as envie de faire plein de choses pour elle, etc. T'as envie qu'elle guérisse. Il y a pas mal aussi cette obsession de la guérison que j'ai essayé d'éloigner le plus possible de mon imaginaire. Bon, allez, je l'ai pas complètement annihilé parce qu'on souhaite tous guérir quand on a mal, mais en fait, si on pense à chaque fois à la guérison, on va jamais s'en sortir. Et aussi les partenaires ne peuvent pas s'en sortir. Donc ça, j'ai vraiment essayé d'éviter ça le plus possible parce que en fait, dans le problème du syndrome de l'infirmier, tu consommes la relation, la personne, elle se dilue en fait dans ton expérience de la maladie, dans ton vécu de la maladie. Sauf que malheureusement, la maladie, c'est un vécu mais intrapersonnel excessivement puissant. Il y a que toi par rapport à toi-même qui peut connaître ton propre vécu par rapport à la maladie. Ok, il y a plein de personnes qui peuvent t'aider, soignants, non soignants, proches, etc. Mais bon, le soir, la journée, à toute heure, t'es face à toi-même quand t'es malade, quoi. Et ça, c'est la première des choses qu'il fallait bien comprendre pour après bien la faire comprendre à des potentiels partenaires pour essayer de cadrer le plus possible la relation. Et là, pour l'instant, je suis en relation depuis maintenant 3 ans. Et je me souviens qu'au tout début de la relation, j'avais voulu évoquer justement
tous ces paramètres de ma vie en disant moi, j'avais utilisé une métaphore, peut-être qu'elle est un peu pourrie, mais j'avais dit que j'étais un peu comme une Samsonite après un très long voyage. C'est-à-dire que j'étais quand même pas mal cabossé, mais que malgré tout, j'essayais de résister. Et je lui avais dit, mais c'était vraiment au bout du troisième rendez-vous, hein, aussi parce que j'avais senti qu'il y avait vraiment du feeling avec cette personne. Mais je lui avais dit au bout du troisième rendez-vous, bah voilà, voici le listing de mes problèmes. Tu prends pas, mais dans tous les cas, je suis obligé de te le dire parce que ça va forcément avoir un impact considérable sur la poursuite relationnelle, quelle que soit la poursuite relationnelle. Quand tu sens qu'il y a un truc qui se passe avec quelqu'un, de pas cacher tous tes problèmes de santé. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui met à nu, mais de manière très violente, mais qui, je pense, est très nécessaire pour baliser la relation et éviter ce petit move de la personne va pas bien, j'ai envie de l'aider. Mais en fait, qu'il y a un move qui va tout de suite, qui va progressivement aller vers une relation qui va devenir toxique. Donc voilà, ça a pas mal joué sur mes relations. Après, là, avec la relation que j'ai actuellement, il y a eu plusieurs phases. Parce que bon, c'est pas parce que tu balises au début que tout est réglé. Enfin, les relations, c'est des choses mouvantes. Donc, tu es en permanence obligé de mettre à jour les choses, de discuter. Mais aussi parce que ton propre état, il évolue. Ton état, enfin moi, le mien, il évolue constamment. Enfin, le matin, je peux être vraiment dans le mal. L'après-midi, je suis vraiment dans le mal, mais j'arrive à un peu mieux à gérer, etc. Donc, voilà, il y a toutes ces évolutions à prendre en compte. Puis après, il y a des périodes vraiment de plusieurs mois où tu es vraiment plus dans le mal et des périodes qui sont un peu plus calmes. Puis après, il y a des traitements qui peuvent être efficaces ou pas. Il y a aussi, on n'en a pas trop parlé, mais tu penses bien qu'avec la vingtaine de médicaments que j'ai pu tester, la plupart m'ont créé des effets secondaires. Donc, il faut gérer ça. Puis après, il y a aussi la question de l'impact à la fois de la douleur et de la dépression dans la sexualité. Parce que bon, ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu, je trouve, en santé. Alors que ça concerne clairement tout le monde. La plupart des gens ont une activité sexuelle, pas forcément à des fréquences toujours élevées, mais bon voilà, ça nous concerne tous. Et c'est quelque chose qui est assez tabou, alors qu'en fait, il y a quand même énormément, en plus d'antidépresseurs qui causent des dysfonctions au niveau de la sexualité. Et puis la dépression en elle-même joue énormément sur la libido. Et puis moi, j'avais aussi la question de la douleur. Enfin, parfois, en fait... presque la jouissance me faisait du mal. Donc ça, il faut aussi arriver à le gérer en couple. Donc ce qui a fait que avec mon couple actuel, on a traversé énormément de choses par mes différents problèmes de santé, ce qui fait que bon, maintenant on a une relation qui est très solide parce qu'on a dû traverser ce genre de choses ensemble et puis bien d'autres. Mais il y a eu des moments où c'était un peu compliqué. Il y a vraiment eu un moment où je m'étais un peu senti abandonné par lui. Après, je comprenais les circonstances, etc. Parce que en fait, il était arrivé aussi dans une période où il s'était un peu trop approprié ma maladie et où justement, il était presque tombé dans un syndrome de l'infirmier alors qu'on avait énormément parlé, qu'on avait essayé de baliser les choses pour éviter le plus possible de tomber là-dedans. Mais forcément, quand ça fait 2 ans que t'es avec quelqu'un, tu le vois souffrir vraiment tous les jours. Tu peux pas être insensible et t'as envie de l'aider, etc. Et puis forcément aussi ponctuellement et même assez quotidiennement, je lui demandais de l'aide pour des petits trucs, parfois des plus gros. Donc ça jouait sur l'appréhension de ma maladie. Donc voilà, il y avait eu un moment où on avait une grosse crise, une grosse discussion par rapport à ça où je lui disais mais en fait c'est ma maladie, c'est pas la tienne. Et bien évidemment, tu m'apportes un soutien qui est considérable et ça je t'en serais salutaire jusqu'à ma mort et ça il y a pas du tout de souci là-dessus, mais je sais que c'est difficile à comprendre, mais ça reste mon truc et en étant mon truc, t'as pas le droit de te sentir plus mal que moi. Et ça c'est quelque chose qui est assez compliqué aussi à faire comprendre, la légitimité de la souffrance face à la maladie. Et que moi, je considère qu'en fait, la personne qui souffre le plus, dans tous les cas, c'est la personne qui a la maladie en elle-même. Même dans des situations où quand t'es proche ou quand t'es aidant, t'es dans des situations de souffrance qui sont énormes. Et ça, il faut pas du tout les minimiser. Et qu'on a beaucoup de mal aussi encore à prendre en considération la place des aidants dans notre système de santé.
Mais il faut quand même pas oublier que la personne qui souffre en premier lieu, c'est la personne qui a les troubles, quoi. Et donc, voilà, enfin, parce que ce qui était marrant, c'est que lui-même s'était posé la question, est-ce qu'il était aidant ou pas, parce qu'il était tombé par hasard sur une page sur Amélie qui en parlait, et puis il s'était lui-même rendu compte qu'en fait, qu'il n'était pas du tout dans une situation d'aidant. Il était effectivement proche de malade, mais il n'était pas aidant. Quand il s'était fait cette réflexion, j'étais en mode, mais non, en fait, je sais que t'es pas aidant, parce que moi, cette situation d'être aidant, je l'avais aussi vécu avec mon père pendant une certaine période. Puis après, bon, la situation est devenant trop complexe. J'étais plutôt passé d'aidant à proche de malade, et je savais du coup la différence qu'il pouvait y avoir entre les deux. Donc voilà, la maladie a vraiment constitué ma relation, les souffrances qu'elle pouvait causer psychiquement, physiquement, mais aussi de par sa prise en charge, parce que avoir des rendez-vous toutes les semaines, forcément, ça joue sur ton emploi du temps, etc., sur tes disponibilités que tu peux avoir avec les personnes, etc. Donc voilà, c'était un peu la troisième personne du couple, la maladie. Tu as utilisé alternativement « je suis malade » et « j'ai une maladie ». C'est quoi la différence pour toi entre être malade et avoir une maladie ? C'est une bonne question. Et j'avoue que j'utilise ces deux termes de manière pas très, avec pas beaucoup de distinction. Même si j'ai beaucoup réfléchi à l'identité malade de par mes études, mais aussi de par mon travail artistique à la fois poétique et cinématographique, parce que c'est vraiment des sujets qui m'importent énormément. On pourrait essayer d'avoir une discussion d'1 heure là-dessus, sur la différence entre avoir et être, mais le fait est que c'est les deux. C'est que je suis malade et j'ai la maladie. Parfois, j'essaye de pas trop dire le « je suis » pour justement essayer de mettre un peu de distance entre la maladie et moi. De plus en plus, au cours de mon parcours de soins et mon parcours de vie, j'ai essayé un peu de changer en fait, parce que aussi j'étais un peu obligé, hein, c'est aussi ça le processus de maladie chronique, tu passes par plusieurs phases. Il y a des phases en fait de détestation de toi, de détestation de la maladie, de détestation du monde, de tout le monde, parce que tu te dis mais c'est complètement injuste ce que je suis en train de vivre. Il y a des phases de résignation, il y a des phases de déni, il y a des phases de tristesse, etc. Bon, voilà, tu passes par plusieurs phases, et c'est pas aussi parce que t'es passé par une phase que tu vas pas la retrouver à un moment donné. Donc ça aussi, c'est toujours un peu sympa, quoi, de repasser par des phases en disant ah bah tiens, je pensais que bon, la couleur je l'avais plus ou moins évacuée, et après tu te retrouves 1 an et demi plus tard parce que t'as telle ou telle situation qui t'a mis dans tel ou tel contexte, et puis finalement la colère elle revient, tu te dis bon, je dois repasser par ça, et tu penses que vu que t'es passé par ça une fois, t'as un peu des tips, mais en fait pas du tout. Donc c'est un peu chiant. Donc même le je suis, c'est un être qui est toujours en mouvement. Sur cette question d'être malade et d'avoir la maladie, il y avait aussi une autre question sur laquelle j'avais un peu écrit, sur aussi la question du oui et du non. Enfin la question basique, est-ce que ça va ? Que pendant longtemps j'ai détesté, mais avec une force monumentale de détestation, de me dire mais en fait, tu me connais, tu sais que j'ai mal tout le temps, que je suis dépressif, le ton ça va. Puis parfois il y avait des gens qui me disaient est-ce que ça va en dehors de ça ? Mais il y a pas en dehors de ça. C'est constitutif de moi. Je peux pas aller bien en dehors d'un truc que je vis toutes les secondes de ma vie. Donc pour moi il y avait aussi ce travail d'accepter non, je suis pas bien, et il faut le dire que non, t'es pas bien, et après à partir de ce moment-là tu peux construire une identité mouvante à partir de ce rapport à la réalité, parce que c'est un rapport vrai à la réalité. C'est que t'es pas bien, mais t'es pas bien structurellement, t'es pas bien. Bon, qu'est-ce que tu fais à partir de ça ? Donc voilà, c'est un peu comme ça que je voyais aussi les choses, et que les choses ont mûri en moi avec toutes ces questions d'identité par rapport à la maladie, que j'essaie aussi comme je disais, de réfléchir dans mes films, et d'à quel point en fait la maladie elle perturbe ton récit de vie,
accepter cette perturbation de récit, que ça constitue ton propre récit. Et après, quelles histoires tu peux faire avec ça. Et que dans tous les cas, tu es obligé de faire avec ça. Et c'est ça qui est très compliqué de dire, bon, en fait, personne n'aimerait être malade. Bon, tu l'es. Bon, quoi faire avec ça? En plus, t'as pas du tout de contrôle sur ta maladie parce que, enfin, les traitements ne marchent pas, parce qu'il y a plein de trucs à côté qui font en sorte que t'as pas d'espace de repos et que t'es en permanence pressurisé. Bah, faut accepter. Accepter, c'est compliqué. Puis accepter une fois, ça suffit pas. Donc, faut accepter aussi en permanence. Donc, c'est pour ça que je disais que vraiment être malade, c'est un processus qui est mouvant et perpétuel. Comment est-ce que tu as réussi à t'adapter, à t'accommoder, comme tu disais tout à l'heure, pour réussir à vivre et à t'épanouir? Je vais te citer en dehors de ça. Bah malheureusement, quand je veux dire une phrase très bateau, hein, mais quand tu vis, t'es obligé de survivre. Donc bon, quand t'es dans cette obligation de survie, ou du moins quand tu te mets dans cette obligation de survie, bah tu tentes des trucs au quotidien pour essayer de faire des choses. Moi, je pense que j'ai toujours été un peu un boulimique de projets, donc j'ai toujours été un peu porté par le fait de faire plein de trucs, de faire différents trucs, malgré tout. Ce qui a été positif et aussi négatif. Hein. Ce qui est complexe aussi, c'est la temporalité. Il y a ce que tu arrives à faire le matin en te levant, qui pour moi était l'un des moments les plus compliqués parce que les douleurs aussi étaient présentes dès le matin, donc il y avait aussi un espèce de temps de déverrouillage, etc. Et que parfois il y avait des matins qui étaient plus compliqués que d'autres et que je pouvais rester des heures dans le lit, et puis après le truc s'auto-entretenait, du coup forcément la déprime elle montait, etc. Et donc parfois c'était juste envoyer un mail et je me disais ah c'est bon je l'ai fait. Parfois c'était juste parler à une personne, parfois c'était juste sortir un peu, etc. Des petits trucs et qu'il fallait pas aussi négliger ces petits trucs en disant ce petit truc c'est déjà pas mal. Et c'est ça aussi qui est compliqué à se dire mais en fait je suis quand même un peu une sous-merde, j'arrive pas à faire ça, etc. Et cette pensée de dépréciation, elle est permanente. Même quand t'as fait un méga effort sur ça, un méga recul en disant bah oui mais c'est tout à fait normal de se déprécier, enfin ça fait partie du processus de la maladie, blablabla, blablabla. Mais en fait quand t'es dedans, forcément tu te déprécies, forcément quand tu vois plein de gens autour de toi faire plein de choses, t'as envie de faire plein de choses, d'autant plus que quand t'es dans la fleur de l'âge, tu te dis je suis en train de perdre des années et on n'a qu'une vie, donc et la vie elle est pas faite pour être vécue dans un état, et là je vais utiliser un barbarisme ou un néologisme de survivance. Et c'est ça qui est compliqué, de se dire je suis toujours dans une période de survie. Et là, en fait, je sais que ces derniers mois, ça a un peu changé grâce à la kétamine, où je me suis dit, ah tiens, là, je commence à me sentir bien. Ah, c'est donc ça. Ah, c'est donc ça, pouvoir entreprendre une vie qui est pas toujours limitée de manière hyper intense par la maladie. C'est quand même plutôt cool, quand même plutôt intéressant. Et du coup, là, je suis aussi en train de découvrir un nouveau truc qui, en fait, m'effraie aussi, parce que quand tu t'es habitué pendant des années à être vraiment, vraiment mal, être bien, c'est très effrayant. Et ça aussi, c'est compliqué à comprendre pour les gens extérieurs, parce que forcément, on peut se dire, toi qui désirais tant être bien, voilà, tu l'as enfin, donc la vie te sourit. Mais en fait, le cerveau s'habitue et s'accommode à tout. Donc, en fait, t'es obligé, ne serait-ce cognitivement, de te dire, faut que je me mette dans l'état de dire que ce qui m'arrive est vraiment bien, du coup faut que j'aille vers ça, faut que j'aille vers le bien, etc. Puis t'as pris des habitudes quand t'étais pas bien. Donc c'est aussi ça qui est complexe. C'est toujours te réadapter, te réhabituer vis-à-vis de tout, même quand t'es dans des phases up, en fait il faut s'habituer, se réhabituer à ces phases up, et c'est compliqué, et aussi anticiper potentiellement les phases où ça redescend. Et là c'est un peu mon inquiétude, je me dis là le traitement a marché, mais combien de temps il va marcher, est-ce que ça va marcher des mois, est-ce que je suis vraiment dans un nouvel état d'être, et si oui c'est très cool, mais ou est-ce que je suis dans un état d'être transitionnel? Est-ce qu'à la fin de l'année, en fait, je vais retrouver des douleurs aussi intenses? Est-ce que je vais retrouver une dépression aussi intense? Et ça va être très compliqué, parce que, en fait, ce que je trouve compliqué, c'est les rechutes. Moi, j'en ai eu plusieurs, et c'était vraiment les moments où je déprimais le plus. Parce que quand tu vas mieux, psychiquement, il y a des barrières qui sautent. Tu dis, enfin, je vais mieux, je vais profiter.
Je vais pas trop me concentrer sur ce qui va pas, etc. Du coup, la forteresse que t'as quand tu vas mal, elle est plus existante. Donc quand tu reçois des coups, t'es vraiment à nu. Donc c'est ça aussi qui peut un peu m'inquiéter. Et pour toi qui est aujourd'hui dans le domaine de la santé, avec un regard hybride de vécu de la maladie, de la souffrance, mais aussi avec ton parcours universitaire d'étudiant en médecine, comment est-ce que tu appréhendes et comment est-ce que tu entrevois l'avenir du système de santé, et notamment sur la prise en charge de la douleur et de la dépression? Déjà, il y a beaucoup de choses à faire. On n'enseigne pas forcément très bien la douleur actuellement. Aussi parce que ça fait que quelques années qu'il y a vraiment un changement au niveau de la recherche là-dessus et de la compréhension de la douleur. Et du coup, pour après, parce que ça imprègne le premier et le second cycle des études de santé, faut que ça mette un peu de temps. Puis surtout, en fait, tout bêtement, la douleur, c'est pas sexy. Hein. C'est pas le domaine le plus sexy en médecine. En fait, t'es souvent confronté quand même à des échecs thérapeutiques. Donc forcément, tout ce qui est échec thérapeutique, ça amuse pas trop la médecine, quoi. De se confronter à quelque chose dont on n'arrive pas forcément à trouver des solutions. Ceci pour ça que les soins palliatifs, c'est pas forcément le secteur le plus sexy en médecine, alors que moi je trouve que c'est hyper intéressant, les soins palliatifs. Et je vois qu'on assiste quand même à une diversification de plus en plus forte des soins palliatifs, où on se rend compte que les soins palliatifs, c'est pas forcément que les personnes qui sont en fin de vie, mais c'est aussi la question de la prise en charge de la douleur. Donc voilà, c'est des petits pas par petits pas qu'on va arriver à une meilleure considération de la douleur. Après c'est complexe parce que vu que y a les échelles pour quantifier la douleur, il y en a, mais elles sont imparfaites, soit parce que parfois elles sont trop simples, soit parfois elles sont trop compliquées. Du coup quand tu dois répondre à des dizaines de questions quand t'es malade, c'est un peu chiant parce que même toi tu te retrouves pas forcément tout le temps dans les questions. Et il y aurait quand même plein de choses à faire. J'ai pas forcément réfléchi d'un point de vue pratique à toutes les choses qui pourraient être faites, mais c'est sûr que déjà des cours dans les premières années vraiment spécifiquement sur la question de la prise en charge de la douleur, parce que c'est vraiment un enjeu en fait monstrueux. Il y a de plus en plus de maladies chroniques et en fait dans la plupart des maladies chroniques on retrouve de la douleur chronique. Donc, en fait, quand tu parles aux gens, moi, pour avoir parlé à d'autres personnes aussi qui étaient malades, l'un des trucs les plus chiants quand même à supporter, c'est la douleur. Et c'est quand même terrible de se dire que c'est quand même le truc le moins géré du côté médical. Et j'insiste du côté médical parce que du côté paramède, ils ont beaucoup plus de compréhension là-dessus parce qu'ils sont plus dans le soin, dans le care, dans le dialogue avec le patient. Et en fait, quand tu dialogues avec le patient, il dit en fait moi ce qui me fait chier c'est que j'ai mal là à tel moment et que en fait ça me limite dans tout. Et du coup en fait les paramèdes ils mettent en place plein de solutions, etc. pour en fait que la vie du patient soit meilleure. Et ce qui est compliqué avec la douleur, c'est que ça a un impact direct sur la qualité de vie. Donc je pense un truc qui pourrait aider, c'est aussi une meilleure compréhension, entente, moins de mépris aussi entre les différents corps de métier en santé. Et que tout ce qui est paramèdes peuvent vraiment, jouent ont une importance non négligeable dans la prise en charge du patient et dans la prise en charge de la douleur. Donc déjà, rien que ça, si les médecins arrivent déjà à mieux comprendre ça, la prise en charge générale de la douleur ira beaucoup mieux. Et au-delà du corps soignant, dans la société de manière générale, on entend souvent aussi, comme tu l'as dit, la douleur c'est quelque chose d'invisible. On peut en voir des manifestations, mais qui dépendent vraiment des personnes, de leur état psychologique, etc. Qu'est-ce que tu réponds, toi, quand une personne minimise ta douleur? Il y a eu des moments où je répondais pas. Il y a eu des moments où, aussi parce que c'est ma personnalité, ça me dérangeait pas de mettre mal à l'aise la personne en face. Et de lui dire, en fait, non, c'est pas ce que tu penses que c'est. Et du coup, je veux te dire vraiment ce que c'est. Et je veux te le dire de telle sorte à ce que tu comprennes l'intensité. Donc, je vais choisir des mots abrupts. Je vais te faire un long exposé là-dessus. Et aussi, parce que je pense que il y a aussi la question qui va avec, c'est la question de à quel point il faut être gentil, à quel point il faut être tendre dans le dialogue. En fait, on a tendance à vouloir de la personne qui souffre qu'elle soit un peu docile.
Et ça, c'est quelque chose que, bien évidemment, moi, la tendresse, c'est pour moi une vertu très très forte et très très grande. Mais parfois, être brutal, ça fait du bien aussi. Et je pense que même aussi dans son propre processus de malade, être parfois brutal avec les gens, même avec les soignants, hein, parce que parfois, franchement, t'es confronté à des trucs. Moi, j'étais confronté à des choses qui étaient parfois un peu assez hallucinantes. Ce qui s'est souvent passé, c'est que je voyais dans le regard de la personne du désarroi, de voir qu'elle était oula, lui, cette galère, la prise en charge que je pourrais faire avec lui va être très très compliquée. Donc ça, oui, ça c'était aussi une interaction qui était complexe, parce que quand tu galères dans ton parcours de soins, que tu vas voir un soignant et que tu vois en fait qu'il est dépassé par ce que t'as, tu te dis bon, est-ce que je lui ai dit d'emblée est-ce que vous vous sentez dépassé, on arrête là? Ou est-ce que tu fais comme si tu n'avais pas vu grand-chose et t'espères potentiellement que la prise en charge t'amènera à quelque chose, alors que tu sais très bien qu'en fait, si la personne d'emblée elle est apparue comme dépassée, en fait, ça sert à rien. Et après, en dehors du dialogue avec les soignants, avec les proches, ça dépend vraiment ça dépendait vraiment de la personne, de mon humeur. Là, maintenant, je suis dans une phase, vu que j'ai moins mal, je suis moins j'en parle moins, même si j'ai quand même toujours mal. Mais parfois, ça m'arrivait, oui, quand même de rappeler à la personne, quand c'est un pote qui, c'est à peu près mon état, mais en fait, les gens, ils ont leur vie, du coup, ils oublient, et vu que ça se voit pas, c'est plus dans leur logiciel. Donc parfois ça m'arrivait de leur dire en fait là je peux pas. En fait là j'ai ça, et donc je vais t'expliquer à quel point j'ai ça par des métaphores, etc. Mais en fait même les métaphores c'est compliqué. Je trouve que les métaphores dans la douleur sont souvent un peu nulles. Et pour vraiment avoir essayé de travailler là-dessus dans différents textes poétiques, c'est quelque chose qui est assez difficile, parce qu'en fait même quand tu arrives à trouver des métaphores assez stylées, je pense que le lecteur, parfois, il peut dire, ou l'auditeur, il se dit, ça, c'est quand même vachement grandiloquent. C'est un peu too much. Alors qu'en fait, ce too much, c'est ce que tu es en train de vivre. Donc, il n'y a pas trop de solutions à ce niveau-là. Enfin, je trouve que la dépression, de plus en plus, les gens commencent à comprendre. Bon, il y a vraiment encore énormément de taf à faire, mais le petit Covid a éclairé un peu tout le monde sur la dépression. Mais il reste vraiment encore pas mal de taf à faire. Mais alors, sur la question de la douleur. Et puis, en fait, le problème, c'est qu'avec la douleur, chacun, il va de son petit commentaire de comparaison. Ah ouais, non, mais moi, ouais, je vois ce que t'as. Moi, j'ai eu un truc à peu près équivalent, mais en fait, non. T'as pris un Doliprane, t'avais plus mal. Moi, je prends un morphinique, j'ai toujours mal. Donc, de quoi tu me parles? Il n'y a pas d'élément de comparaison possible. Et c'est difficile après de prendre, c'est pas de haut, mais de confronter la personne à ça en lui disant, mais tu dis vraiment de la merde, là. Franchement. Parce qu'en fait, se comparer, c'est un processus classique et normal dans la sociabilité humaine, mais qui est assez insupportable dans la maladie. Et pour parler de son activité actuelle, donc tu nous as dit tu fais de la production audiovisuelle en lien avec la santé. Donc tu as choisi ce médium pour parler de santé. C'est ce qu'on voit de plus en plus, des films, des vidéos, des médias audio pour parler de santé. Pourquoi est-ce que toi ça t'a paru important et pertinent de choisir l'audiovisuel? Alors, disons que l'audiovisuel est arrivé un peu avant la question de la santé chez moi. Enfin, quand j'étais jeune, j'avais quand même été confronté à la maladie de par ma mère qui avait eu plusieurs pathologies plus ou moins graves, mais parfois avec des hospitalisations et parfois aussi avec des moments où elle était alitée, où elle souhaitait mourir tellement elle avait mal, etc. Donc ça avait quand même créé un rapport assez profond à la maladie chez moi. Bref, au lycée, je savais que je voulais aller vers des études de médecine et je lisais un peu des livres en rapport avec ça, mais un peu en parallèle, j'avais aussi fait un atelier cinéma. Bon bref, j'avais fait un bac S option cinéma, mais du coup l'idée de mêler les deux était pas venue du tout et que je voyais les deux de manière séparée. Et après en fait il y a eu plusieurs projets qui m'ont amené petit à petit à me dire tiens, il y a potentiellement un truc intéressant à faire entre la santé et l'audiovisuel par différents moyens. Du coup
Moi, j'ai fait par des films, fiction, documentaires, aussi par le montage de contenu pédagogique, de matière. Donc vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à faire qui sont hyper intéressantes. Et là, j'ai un peu développé ma niche. Mais ce qui m'intéresse le plus dans l'entremêlement entre maladie et audiovisuel, c'est plutôt le rapport à l'écriture et à la mise en scène, de comment arriver à mettre en scène la maladie. Déjà les symptômes en eux-mêmes, mais c'est assez complexe. Et aussi après la question, et moi c'est un peu mon obsession aussi parce que de par mon vécu personnel entre malades, proches et aidants et aussi étudiants en médecine, de l'impact de la maladie dans le champ intime et relationnel de l'individu. Et c'est là que je trouve que la maladie a quelque chose de à la fois terrifiant mais splendide. C'est qu'à quel point ça peut transformer quelqu'un et à quel point ça transforme aussi tout ce qui est autour de la personne. Ça chamboule vraiment tout un univers et c'est ça qui m'intéresse vraiment d'un point de vue écriture et mise en scène. Au printemps dernier, tu as lancé une émission qui s'appelle La Fabrique des Soignants avec comme mantra « Écoutons ce que nous avons à nous dire ». Ça veut dire quoi ? Alors, déjà, La Fabrique des Soignants, c'est un projet que j'ai lancé avec des amis en médecine, un projet de médias pour parler de la santé par des gens qui en sont issus et de manière un peu plus dynamique, jeune, artistique que ce qu'on peut voir maintenant. Et aussi avec une mise en avant de l'interprofessionnalité, de l'interdisciplinarité, d'à la fois parler d'initiatives qui peuvent être faites dans un service, dans un petit CH, mais aussi de start-up, etc., de vraiment montrer toute la diversité du système de santé. Et sur ce mantra de écoutons ce que nous avons à nous dire, en fait, ce qui pour nous était important, c'était la parole. Quand on arrive enfin à exprimer tout ce qui se passe dans le système de santé, mais plutôt pas forcément en accent, encore une fois, sur tout ce qui va mal, même si je suis tout à fait au clair de tout ce qui va mal dans le système de santé, parce que je l'ai vécu par différentes manières, et que le système est vraiment en train de péricliter. C'est vraiment un désastre, et que moi, vraiment, ça m'effraie de savoir qu'est-ce que ça va devenir dans les quelques années. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était se dire, bon, ok, le système va mal, il est plus ou moins en train de péricliter, mais il y a quand même plein de choses qui se font à droite, à gauche. Et le problème, c'est qu'on n'est pas au courant de ça, parce que le secteur est hyper segmenté, alors que c'est l'un des secteurs les plus riches. Il y a vraiment énormément de métiers, d'initiatives qui sont faites, qui sont proposées. Il y a vraiment un folklore d'idées. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était justement mettre en place un espace où les gens pouvaient être au courant de différentes idées qui pouvaient se faire à l'autre bout de la France, de dire ah tiens, ça potentiellement je pourrais le mettre en place dans mon service, dans mon territoire, dans ma commune. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a à nous dire qu'il faut aussi apprendre à se parler entre les différentes professions de santé, parce qu'il y a quand même pas mal de reproches qu'on doit se faire au niveau du système de santé. Ok, il y a eu des mises en place de politiques qui étaient complètement à chier, libéral, néolibéral, voire ultralibéral, avec vraiment la volonté essentielle de mettre le système de la sécurité sociale KO. Par exemple, le numerus clausus, si on remonte, c'est les médecins qui l'ont voulu, par un effet de corporatisme élitiste complètement con. Donc, en fait, on doit aussi faire, je pense, un état d'autocritique sur nous, ce qui est compliqué à faire parce que il y a tellement de contraintes, on n'a plus le temps pour rien, on n'a plus le temps pour le patient, donc alors prendre un temps pour s'autocritiquer, alors déjà qu'on galère tous, c'est pas intuitif, mais je pense que c'est hyper essentiel de le faire, soignant comme patient, parce qu'il y a aussi des dérives au niveau du patient par la démocratisation aussi du savoir médical et paramédical qui se fait et qui se fait pas forcément toujours très bien, mais voilà, je pense que d'un point de vue déjà, en fait, c'est une autocritique plutôt citoyenne déjà avant tout qu'il faut se faire, de dire en fait comment on a envie de parler de santé, de reparler de santé, de parler de santé de manière bienveillante avec les dispositifs et médias et médiums qui sont accessibles actuellement. Et franchement, il y a énormément de choses possibles. Et ton podcast en est la preuve. La Fabrique des Soignants, j'espère, en sera une des preuves pendant plusieurs années. Et voilà. J'aurais juste une dernière question à te poser.
Tu l'as dit, tu n'aimes pas du tout la question comment ça va. Du coup, je vais te demander comment tu te sens aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens bien. Et c'est une petite victoire, peut-être une sacrée victoire. J'ai un rapport à l'enthousiasme qui est très lointain. Donc, mais je pense qu'en vrai, c'est quand même une grande victoire d'arriver à dire ça aujourd'hui, que je me sens bien. Je me sens pas non plus encore en totale capacité. Enfin, je te l'avais dit tout à l'heure, mais je pense que avec le traitement et aussi avec d'autres choses qui s'étaient améliorées dans ma vie, je pense qu'entre le début de l'année, entre janvier 2023 et aujourd'hui, je suis passé de 25% de mes capacités que j'avais depuis plusieurs années à là environ 60, 65, 70. Bon, c'est des pourcentages complètement débiles, mais c'est toujours bien d'arriver à se dire je suis à peu près à là. Donc là, j'ai l'impression d'être à peu près à là. Et c'est plutôt cool parce que d'un côté, je me dis il y a encore une marge de progression pour potentiellement aller un jour vers le 100%. Et puis bon, si je vais pas au 100%, c'est pas très grave parce que faut aussi arriver à se sortir de cette question de la performance, de la performativité permanente, de se dire il faut absolument que j'aille mieux, mais aller mieux pourquoi en fait? Parce que c'est aussi la question, c'est aller mieux pour faire des projets en fait qui c'est tout con, mais vont dans une question de surconsommation, qui vont à l'envers de ce que doit être le monde actuellement, c'est-à-dire un monde quand même décroissant. Et je pense quand même, on peut dire que je dérive un peu, mais en réalité, je pense quand même pas mal à ça. Là aussi notre génération, elle est confrontée vraiment à une obligation de changement paradigmatique. Et moi, ayant aussi vécu plusieurs changements paradigmatiques par rapport à ma maladie, forcément, ça me donne aussi un regard peut-être un peu plus éclairé sur le devenir de la société, la question, même si j'aime pas le mot, la question de la résilience, et aussi en fait d'avoir un tempo lent. Ça, c'est une des choses que la maladie m'a appris, c'est d'avoir un tempo lent, et c'est pas désagréable en fait d'observer les choses en se disant bon, je suis pas à fond, je peux pas aller à fond. Je vois les gens qui vont à fond, mais en fait ils vont pas forcément beaucoup plus loin que moi, parce que dans ce tempo lent, il y a une maturation. Moi, je sais qu'à travers tout ce que j'ai vécu, à travers la maladie, etc., je me sens beaucoup plus mature que la plupart des gens de mon âge. Et bon, ça a son effet négatif et son effet positif, mais ouais, la question du tempo lent, et aussi la question de la sérénité. Et ça c'est plutôt cool. La maladie m'a appris l'amour de la paix et de la sérénité. Et ça, c'est vraiment, je pense, les deux sentiments les plus forts avec l'amour qu'il faut vraiment chérir le plus possible. Donc, essayez d'adorer la paix et l'amour, et franchement, la vie sera beaucoup plus calme. Merci Kenris pour ce message et pour ce que tu fais. Merci d'avoir partagé ton histoire aussi avec nous et ton témoignage. Merci Mickaël. Et j'espère que j'ai pas eu trop de tics de langage, mais je crois que si, mais bon bref, c'est pas très grave. Et pour tous ceux qui veulent suivre ce que je fais, la Fabrique des Soignants est présente sur tous les réseaux sociaux. Merci. Vous venez d'écouter Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site placedesciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés, et à très bientôt.